Bonjour, on continue avec le cours de principes et procédures. Aujourd'hui, on va voir les méthodes de contrôle. Les méthodes de contrôle, il faut commencer par le principe de contrôle. Le principe de contrôle, lorsqu'on contrôle une venue, puisqu'on a arrêté le forage à cause de cet incident, donc il faut le terminer le plus rapidement possible pour reprendre le forage. Mais il faut le terminer le plus rapidement possible d'une façon bien sécurisée. Alors, le principe de contrôle, il faut maintenir une pression sur le fond égale ou légèrement supérieure à la pression de port pendant toute l'opération de contrôle. Pourquoi? Pour ne pas permettre au réservoir de nous envoyer un autre bouchon. Si, par exemple, pendant le contrôle, à chaque fois, on ouvre trop la duse, on laisse encore un bouchon entrer dans le puits, et bien là, on va passer toute l'année à ne faire que circuler cette venue. Donc, il faut le faire en une seule fois. Donc, il faut appliquer une pression suffisante sur le fond pour ne pas avoir d'autres bouchons. Bien sûr, l'autre condition extrême, c'est qu'il ne faut pas que la pression atteigne la pression dans l'annulaire, atteigne la pression de fracturation, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser la PADM pour ne pas fracturer. Bien sûr, si on forme trop la duse et les pressions augmentent dans le puits, on risque de fracturer. Mais ça, c'est quelque chose d'évident. L'essentiel pour le principe de contrôle, il faut garder si vous voulez, j'ouvre des guillemets, il faut garder le contrôle primaire sur le fond pendant le contrôle de la venue. Voilà ce que cela veut dire. Bon, il y a autre chose, il faut faire la différence entre contrôler le puits et tuer le puits. Ce n'est pas la même chose. Bon, de toute façon, pour tuer le puits, il faut le contrôler. Après le contrôle, on le tue. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler le puits? Si vous avez une venue, vous allez fermer votre BOP, vous allez faire toutes les opérations nécessaires. Je vous donne l'exemple de la volumétrique. La volumétrique, si vous avez une venue et vous fermez le BOP, le gaz, on a dit qu'il va migrer avec le puits fermé. Donc, il va migrer, les pressions vont augmenter dans tout le puits et on remarque cette augmentation en surface par l'augmentation de la pression en tête des tiges et la pression en tête de l'annulaire de la même valeur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit purger en revenant à P1, c'est-à-dire la première valeur de la pression en tête des tiges jusqu'à ce que le gaz arrive en surface. L'opération de la méthode volumétrique est terminée une fois que le gaz est en surface. Mais est-ce que le puits est tué? C'est-à-dire, est-ce que le puits est neutralisé? Est-ce qu'on peut ouvrir le BOP et continuer le forage? Non. Malgré que l'opération est terminée, ça y est, la volumétrique est terminée une fois que le gaz est arrivé en surface. Le puits est contrôlé, il est sous contrôle, il n'y a aucun danger, mais on ne peut pas l'ouvrir. Donc, lorsqu'on ne peut pas l'ouvrir, on dit qu'il est contrôlé. On a contrôlé le puits en utilisant la volumétrique, mais une fois que l'opération est terminée, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, la volumétrique est une méthode de contrôle et non pas de neutralisation. Parce que neutraliser le puits, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, que les pressions en tête sont égales à 0, on peut l'ouvrir et continuer le forage. La même chose lorsqu'on fait du stripping, par exemple. On fait du stripping, on contrôle le puits en descendant jusqu'au fond. On le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? On le contrôle. On doit veiller à ce qu'on arrive jusqu'au fond en toute sécurité. Il ne faut pas avoir un autre bouchon, il ne faut pas fracturer jusqu'à ce que l'outil arrive au fond. Ça, on contrôle. Mais une fois l'outil est au fond, le puits n'est pas neutralisé. On ne peut pas l'ouvrir et continuer
continuer le forage. Donc, comme la volumétrique, la lubricating, la bull heating, c'est-à-dire lorsqu'on injecte, on injecte par la kill line, et tout ça sont des méthodes de contrôle. Ils n'ont pas de neutralisation. Les seules méthodes de neutralisation sont la Drillers méthode et la Weight and Weight méthode, parce que dans les deux opérations, dans les deux méthodes, on doit contrôler le puits jusqu'à obtenir en tête de l'annulaire et des tiges 0 et 0, c'est-à-dire que le puits est totalement neutralisé. Donc, ce sont les méthodes de neutralisation du puits. Donc, les deux seules méthodes de neutralisation du puits sont la Drillers méthode et la Weight and Weight, tandis que toutes les autres sont des méthodes de contrôle. Mais attention, neutraliser, c'est aussi contrôler. On contrôle le puits jusqu'à le neutraliser. Ça, c'est la Drillers et la Weight and Weight. Tandis que la volumétrique, par exemple, c'est une méthode de contrôle seulement. On ne neutralise pas le puits en utilisant la volumétrique. Voilà donc la différence entre les méthodes de contrôle et les méthodes de neutralisation. Mais les deux s'appellent quand même contrôle parce que la Weight and Weight et la Drillers, à la fin, on arrive à neutraliser le puits. C'est pour ça qu'ils se différencient des autres, on les appelle les méthodes de neutralisation, tandis que contrôler le puits, on ne peut pas, une fois l'opération terminée, on ne peut pas ouvrir le puits. Donc, le puits n'est pas neutralisé, mais il est sous contrôle. Voilà donc la différence. Alors, on a dit que si vous avez la boue lourde prête, vous n'avez aucune raison d'utiliser la Drillers méthode. Mais si vous n'avez pas la boue prête, la boue lourde prête, là, vous ne pouvez pas utiliser prochainement la Weight and Weight, parce que si la boue lourde n'est pas prête, on va perdre du temps à alourdir la boue, mais pendant ce temps, le gaz va migrer. Et s'il migre, vous êtes obligé de purger, c'est-à-dire utiliser la volumétrique. Donc, ça n'existe pas, si vous n'avez pas de boue lourde prête, ça n'existe pas de méthode Weight and Weight. On attend jusqu'à la fabrication de la boue et on fait la Weight and Weight. Non, parce que pendant l'alourdissement de la boue, le gaz migre, vous allez l'évacuer. Une fois qu'il est arrivé en surface et vous avez terminé la boue lourde, vous allez directement injecter la boue lourde. C'est plutôt la deuxième circulation de la Drillers méthode et non pas la Weight and Weight. La Weight and Weight ne se fait que si la boue lourde est prête avant la venue. Ça, il y a des compagnies comme par exemple Aramco, ils n'utilisent jamais la Drillers méthode, ils utilisent la Weight and Weight. Donc, à chaque fois qu'un chantier va entrer dans le réservoir, on lui envoie de la boue lourde pour que s'il a une venue, il n'a qu'à remplacer directement, envoyer la boue lourde pour évacuer le bouchon et remplacer la boue, donc la Weight and Weight. Mais si on est surpris par une venue alors que la boue lourde n'est pas prête, à ce moment-là, au lieu de fabriquer la boue et faire la volumétrique, il est conseillé de se débarrasser du bouchon de gaz, le remonter, le temps de fabriquer la boue. C'est pour ça qu'on a dérivé de la Weight and Weight la méthode Drillers méthode. Donc, si la boue lourde n'est pas prête, il faut commencer immédiatement pour évacuer le bouchon pour nous en débarrasser. Et une fois que la boue lourde est prête, on va remplacer la boue légère par la boue de densité requise. Voilà donc la Drillers méthode. On ne dit pas deux cycles, parce que le cycle commence de la pompe et arrive jusqu'au tamis. Tandis que ici, dans la Drillers méthode, la première circulation, on dit les circulations, c'est mieux, la première circulation, c'est d'évacuer le gaz du fond jusqu'en surface, c'est-à-dire il n'a fait qu'un bottom-up, c'est-à-dire on a circulé uniquement l'espace annulaire, ce n'est pas un cycle complet. Tandis que la deuxième circulation est un cycle complet parce qu'on envoie la boue lourde de la pompe jusqu'au tamis. Voilà donc pourquoi il vaut mieux, il est préférable de dire deux circulations
et non pas deux cycles. Donc, la première circulation, c'est circuler et évacuer la venue avec la boue de densité initiale. Une fois que la boue lourde est prête, on doit passer à la deuxième circulation, un cycle complet pour remplacer la boue de densité légère, la boue initiale, par la boue de densité requise pour équilibrer la pression de port. Voilà donc la Drillers méthode. On va voir comment on peut attaquer, comment on utilise cette méthode. Voilà. Donc, une fois que vous avez une venue, vous avez fermé le puits et vous allez fermer le puits et vous allez lire les pressions PT1 et PA1. Donc, la pression tête des tiges PT1. PT1 veut dire la valeur qu'on a lue au moment de la fermeture, par exemple 20 bars, et PA1, par exemple 32 bars. Alors, on a dit toujours, lorsque vous avez, dans le cas où la venue est un gaz, PA1 est toujours supérieur à PT1. Bon, là, on ne perd pas du temps. Comme je vous ai dit, si vous utilisez la weight and weight, il faut tracer le graphe parce que sinon l'opérateur de la DUS ne peut pas suivre les pressions. Mais si vous attaquez la Drillers méthode, vous n'avez rien à calculer. Vous allez calculer d'ailleurs en temps masqué la densité requise. Quelqu'un qui se charge du calcul qui ne prend qu'une minute, alors que l'autre, on commence immédiatement le chef de poste à la pompe, un opérateur, le chef de chantier ou le second ou le superviseur à la DUS et on commence. Alors, comment on fait? On doit démarrer la pompe par palier. Bon, vous pouvez par exemple prendre un palier de 5 bars. Bon, pour les gens expérimentés, ils peuvent prendre plutôt 5 coups. Ils peuvent prendre 10 coups. Ce n'est pas obligatoire d'aller par palier de 5. Mais le mieux, c'est 5 pour bien contrôler la chose. Alors, là, il faut démarrer la pompe par palier jusqu'à atteindre le débit de contrôle ou bien le débit réduit de contrôle. Là, lorsqu'on augmente la vitesse de la pompe, qu'est-ce qui change? C'est les pertes de charge qui vont changer. Donc, la pression en tête des tiges va augmenter parce que c'est la pression de refoulement, va augmenter à chaque palier, elle augmente, à chaque palier, elle augmente à cause des pertes de charge. Tandis que la pression en tête de l'annulaire, elle reste pratiquement constante. Donc, lorsqu'on démarre la pompe, l'opérateur de la DUS doit régler sa DUS de telle façon de garder PA1, disons, bon, on dit constante et égale à la pression en tête de l'annulaire, constante et égale à PA1, mais attention, si elle augmente un peu, ce n'est pas grave. Au contraire, il faut la laisser augmenter un peu pour avoir une sécurité en plus. Il ne faut pas, bien sûr, atteindre la PADM, mais si vous êtes éloigné, si vous êtes loin de la PADM, vous pouvez la laisser augmenter, mais vous vous basez sur la pression en tête de l'annulaire et non pas la pression en tête des tiges, parce que la pression en tête des tiges augmente au fur et à mesure à cause des pertes de charge. Une fois qu'on aura atteint le débit réduit, on va lire la pression en tête des tiges qui est égale à PR1, c'est-à-dire pression de refoulement avec la boue de densité initiale, la boue légère avec laquelle on était en train de forer, qui est égale à la pression en tête des tiges, elle est égale à PT1, la valeur qu'on a lue au moment de la fermeture du puits, plus les pertes de charge avec la boue de densité initiale. Voilà ça, ce qu'on va avoir lorsqu'on aura atteint le débit réduit. Tandis que la pression en tête de l'annulaire, puisqu'on l'a gardée constante égale à PA1, la valeur qu'on a lue au moment de la fermeture du puits, donc voilà ce qu'on va avoir lorsqu'on atteint le débit réduit. Là, maintenant, lorsque on continue sans toucher à la vitesse de la pompe, on laisse le débit réduit tel quel. Si on le garde constant,
Là, rien ne va changer en tête des tiges. PT1 reste toujours la même parce que PT1, c'est la différence entre la pression de réservoir et la pression hydrostatique de la boue à l'intérieur. C'est ça, PT1. Les paires de charge sont les paires de charge. Puisque les paires de charge dépendent de la vitesse de la pompe, puisqu'on ne touche pas à la pompe, donc les paires de charge ne changent pas. Donc, la pression en tête des tiges ne change pas tant que vous utilisez cette boue, la boue initiale, la densité, c'est-à-dire la densité ne change pas, et tant que vous n'avez pas touché à la vitesse de la pompe, le débit réduit. Donc, puisque vous ne touchez pas à la vitesse de la pompe, vous ne touchez pas à la densité, rien ne va changer les pertes de charge. Donc, la pression en tête des tiges reste constante. Même si le gaz est totalement évacué, vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas reçu les produits pour la barite pour alourdir la boue et vous êtes resté en circulation pendant 10 jours à attendre les produits, la pression en tête des tiges reste toujours la même qui est égale à PR1. Bon, maintenant, là, lorsqu'on circule, que va faire la pression en tête des tiges reste la même parce que rien ne change, tandis que dans l'espace annulaire, là, il y a le gaz qui va se déplacer. Et en se déplaçant, si on garde toujours la pression en tête des tiges constante, là, le volume du gaz va augmenter lorsque ça se déplace vers l'eau. Alors, lorsqu'il augmente, la pression en tête de l'annulaire va augmenter par conséquent. Parce que lorsque le volume du gaz augmente, la pression hydrostatique dans l'espace annulaire va être allégée, va être réduite, donc la pression en tête de l'annulaire va augmenter. Conclusion, pendant la circulation et l'évacuation du gaz, la pression en tête des tiges reste constante et égale à PT1 plus les paires de charge avec la boue de densité initiale, tandis que PA1 augmente, donc augmente jusqu'à ce que le gaz arrive sous le BOP. Lorsque le gaz arrive sous le BOP, là, le volume a atteint sa valeur maximale, donc PA est devenu maximal. Tandis que la pression en tête des tiges reste toujours constante. Maintenant, le gaz est arrivé sous le BOP, donc il a le volume maximal, c'est-à-dire une grande hauteur. Donc là, la pression hydrostatique est très réduite à cause du grand volume de gaz. Alors là, PA va atteindre le maximum. Bon, maintenant, si on continue à circuler, qu'est-ce qu'il va se passer? Le gaz va sortir. Et lorsque le gaz sort, son volume diminue. Donc, et lorsqu'il est diminué, il est remplacé par la boue. Donc, si vous continuez à circuler, au fur et à mesure que le gaz sorte, il est remplacé par la boue. C'est-à-dire que la colonne va s'alourdir, c'est-à-dire la pression hydrostatique va augmenter. Si la pression hydrostatique augmente, la pression en tête de l'annulaire va chuter. Donc, PA va augmenter tant que le gaz remonte dans l'annulaire. Une fois que le top du bouchon est arrivé sous le BOP, PA atteint sa valeur maximale. Lorsque le gaz commence à sortir, la pression en tête de l'annulaire va chuter. Tout ça avec PR1 toujours constante parce qu'on n'a pas touché à la pompe. Donc, tout ce spectacle ne se passe que dans l'espace annulaire. Donc, une fois que le gaz est arrivé au-dessous des BOP, donc PA atteint sa valeur maximale, lorsque le gaz se met à sortir, PA va diminuer. Lorsque le gaz sort complètement, qu'est-ce qu'on a? On a donc là, on va avoir la pression en tête de l'annulaire qui est égale à la pression de pore moins la pression hydrostatique de la boue. Ah, là, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, puisqu'il n'y a plus de gaz, il n'y a que la boue, alors on va lire la même valeur que PT1, parce que PT1, au début, lorsqu'on a fermé le BOP, qu'est-ce qu'on lit?
On lit P1 qui est égal à la pression de port moins la pression hydrostatique à l'intérieur. Attention, il y a une différence entre la boue à l'intérieur et la boue dans l'espace annulaire. La boue à l'intérieur est une boue propre et lorsque vous circulez, elle va sortir au-dessous du bouchon. Donc, lorsque le bouchon, par exemple, arrive ici, vous avez ici la boue qui a servi au forage, donc elle est alourdie par les cuttings. Elle n'est pas la même que la boue à l'intérieur. Tandis que ici, c'est la boue de l'intérieur qui est sortie. Cette boue est la même que celle-là. Elle ne contient pas de cutting. Alors, lorsque le bouchon est totalement sorti, vous voyez la pression hydrostatique ici est tout à fait la même que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va lire ici en tête? C'est la pression de port moins la pression hydrostatique de la boue, donc c'est PT1. Il n'y a plus de PA1, parce que PA1, c'est lorsqu'il y avait du gaz, le gaz qui a allégé la colonne hydrostatique. Mais puisque le gaz est sorti, on l'a brûlé, on s'en est débarrassé, il ne reste que la boue. La boue, donc, a une pression hydrostatique suffisante pour avoir cette valeur PT1 et elle reste constante. Donc, si on reste maintenant, si le gaz est totalement évacué, si on arrête, on va lire PT1, PT1. Si on reste en circulation, là, elle ne change plus, elle reste PT1 constante, tandis que ici, tant que la pompe est en marche, on peut la laisser en marche pendant plusieurs jours en attendant, par exemple, l'arrivée de l'avarie, elle reste toujours égale à PT1 plus les pertes de charge tant qu'on n'a pas touché la vitesse de la pompe. Lorsqu'on arrête la pompe, on va lire PT1, les mêmes valeurs. Voilà donc, là, lorsqu'on dit PT1, par exemple, au début, lorsque vous avez fermé le puits, vous lisez 20 bars, PT1, 20 bars et PA1, par exemple 34 bars. Maintenant, vous allez lire 20 bars, 20 bars. Bon, mais là, il y a des cas possibles. Normalement, vous devez lire 20 bars, 20 bars. Attendez, je vais l'écrire ici. 20 bars, 20 bars. OK. Voilà, 20 bars, 20 bars. OK. Je dois normalement lire 20 bars, 20 bars. Là, c'est tout à fait impeccable. 20 bars, c'est ce que j'ai lu au début lorsque j'ai fermé mon biopie. PT1. J'ai lu PT1 20 bars et c'est 34 bars. Maintenant, puisque le gaz est sorti, je dois lire 20 bars, 20 bars. Ah, mais attention, si vous lisez par exemple, là, au lieu de 20 bars, au lieu de 22, vous lisez 22, par exemple, 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous lisez 22, 22. Là, les pressions sont les mêmes, 22, 22. Et bien, tout simplement, là, s'il y a encore du gaz, attention, s'il y a encore du gaz, la différence, vous la lisez ici et non pas ici. Par exemple, si vous lisez, regardez, si vous lisez, par exemple, 20, 23. Donc, il y a tous ces cas. Vous pouvez lire 20, 20, ou bien vous lisez 20, 20, 23. Je vais écrire tous les cas possibles. Vous pouvez lire 22, 22, et vous pouvez lire, par exemple, 25, 25, 25. Voilà. On va traduire. Là, c'est lorsque, là, 20, 20, c'est ce que nous devons lire. Si nous avons lu 22, 22, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça, les deux barres en plus s'appellent une pression piégée. Trapped pressure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gars qui est à la duse a fermé la duse rapidement parce que lorsqu'on arrête la pompe, l'écoulement ne s'arrête pas immédiatement. Il y a une certaine inertie de l'écoulement. Alors le gars, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Il a fermé la duse rapidement. Il n'a pas laissé le temps à la pression de se purger complètement.
alors il a piégé 2 bars. Ça, c'est au contraire, c'est bon. Ce n'est pas grave du tout. Bon, bien sûr, si vous avez une pression piégée de 10 bars ou 15 bars, vous devez la purger. Mais 2 bars, 3 bars, 5 bars, ça n'a aucune importance. Vous pouvez la purger comme vous pouvez la laisser comme sécurité. Il n'y a aucun problème. Donc là, attention, il y a une augmentation de 2 bars et les deux pressions sont les mêmes. Donc, c'est une pression piégée, point à la ligne. Mais si vous lisez 20 bars, 23 bars, ah, là, 20 bars est correct, tandis que 23 bars, là, ce n'est pas une pression piégée parce qu'on ne piège pas la pression dans l'annulaire et éviter l'intérieur du tige. Non, si la pression est piégée, elle est piégée partout dans le puits. Dans tout le puits, il y a 2 barres qui vont s'appliquer. Mais ici, vous voyez, ce n'est pas une pression piégée puisqu'on ne lit pas la même pression. Ici, d'ailleurs, nous avons 20 bars, donc elle est correcte, tandis que là, il y a 3 bars en plus. Que représentent les 3 bars? C'est-à-dire tout simplement, lors de la circulation, vous avez eu un autre bouchon de gaz qui est en train de suivre. Donc, vous avez eu une autre petite venue. Attention, là, lorsqu'on est dans ce cas-là, on ne va pas refaire la première circulation si la boulourde est prête. Donc, vous avez terminé la première circulation, la boulourde est prête. Non, on n'attend plus. On doit immédiatement envoyer la boulourde. Il ne faut pas refaire la première circulation. Mais attention, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous avez trouvé 20-20 ou bien 22-22, donc il n'y a pas de gaz dans l'espace annulaire. Tandis que si vous avez trouvé 20-23, c'est-à-dire qu'il y a un autre bouchon qui représente les 3 barres. Là, la boulourde est prête, alors vous allez l'envoyer. Mais on ne l'appelle plus la deuxième circulation de la Drillers méthode. Attention, on l'appelle la wait and wait parce que dans la wait and wait, on envoie la boulourde par l'intérieur et le gaz est évacué dans l'espace annulaire. Là, les données ont changé, la méthode doit changer. Donc, on dit, si on a un cas pareil et on vous dit, qu'est-ce que vous, par exemple ici, on vous dit, vous avez terminé la première circulation de la Drillers méthode, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez dire, je vais passer à la deuxième circulation, c'est-à-dire remplacer la boue légère par la boue de densité requise. Voilà. Tandis que ici, vous avez terminé la première circulation de la Drillers méthode. On vous dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez dire, puisque j'ai un autre bouchon de gaz, je dois passer à la wait and wait, c'est-à-dire remplacer la boue par la boue de densité requise, en même temps dégager ou bien évacuer le nouveau bouchon de gaz. Voilà. Voilà donc ici, on continue avec la deuxième circulation, tandis que ici, on va voir, tandis que ici, on doit passer à la wait and wait. Ici, vous voyez, vous lisez ici 25 et 27. Là, 25, c'est comme ici. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous avons piégé une pression de 5 bars. Donc, on peut purger les 5 bars. Là, c'est une pression piégée. Mais normalement, si c'est une pression piégée, on devrait lire 25, 25. Mais là, il y a une différence de 2 bars. Les 2 bars, c'est quoi? C'est un bouchon de gaz. C'est-à-dire, cela veut dire que dans ce cas-là, nous avons les 2 cas. Les 2 cas sont représentés en un seul cas. C'est-à-dire, nous avons une pression piégée de 5 bars et un autre bouchon de 2 bars. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez, parce que si vous voulez purger les 5 bars, vous pouvez purger les 5 bars. Si vous purgez les 5 bars, vous allez avoir ici 20 et ici 22. Donc, vous allez purger les 5 bars si vous voulez, puisque ce n'est pas une grande pression, vous pouvez ne pas la purger et continuer comme ça. Mais si vous voulez la purger, vous pouvez la purger. Purger les 5 bars. Si vous purgez les 5 bars, vous allez lire 20, 22. Les deux représentent un bouchon de gaz. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez basculer à la wait and wait et
continue, c'est-à-dire remplacer la boue par la boue de densité requise, en même temps évacuer le bouchon de gaz nouvellement intrus dans le clou. Voilà. Maintenant, on a évacué le bouchon, la boue est prête, on va passer. Non, attendez, ça, avant de passer, il y a quelque chose de très important. Voilà. Maintenant, regardez, il y a quelque chose de très important, parce que pendant l'opération de contrôle de la venue, il faut surveiller sans relâche la pression en tête de l'annulaire. Elle ne doit pas atteindre la pression maximale admissible, sinon vous allez fracturer au niveau du sabot. Alors, regardez bien. Nous, ce qui nous concerne, c'est la pression qui s'applique au sabot, au niveau du sabot, la roche la plus fragile, le point le plus fragile. Ce point a une résistance. Alors, la résistance, c'est la pression de fracturation. Nous devons surveiller la pression qui s'applique sur elle. Est-ce qu'elle atteint la pression de fracturation ou non? Si elle atteint la pression de fracturation, nous ne pouvons pas mettre un manomètre ici, mais on peut le lire en surface. La pression la PADM élue ici, c'est la pression de fracturation. Quelle est la différence? La pression qui s'applique ici est égale à la pression maximale qui s'applique ici, c'est-à-dire la pression de fracturation, égale à la PADM qu'on lit en tête de l'annulaire, plus la pression hydrostatique jusqu'au sabot. Voilà. Donc, nous sommes en tête et nous lisons la pression en tête de l'annulaire. Au moment de la fermeture, nous lisons PA1. Qu'est-ce qui s'applique ici? Au moment de pour la fracturation, nous avons la pression de fracturation. Lorsqu'on aura fermé, en tête, on lit PA1 et à ce niveau-là, on lit PS, la pression appliquée au sabot, c'est tout simplement, elle est égale à PA1 plus toujours la pression hydrostatique ici, la pression au sabot. Mais cette pression, on peut la calculer soit par le haut, soit par le bas. Cette pression qui s'applique ici est égale à PA1 plus la pression hydrostatique jusqu'à ici. Mais là, pour la démonstration, il vaut mieux prendre le bas. Vous allez savoir pourquoi. Là, la pression à ce niveau-là, elle est égale à la pression PA1 plus la pression hydrostatique, ou bien, c'est là tout à fait la même chose, ou bien elle est égale à la pression de port moins la pression hydrostatique du découvert, annulaire découvert, qui est constitué d'une pression hydrostatique de la boue et une pression hydrostatique du gaz. Alors, au moment de la fermeture, donc, nous allons lire en tête de l'annulaire PA1, ce qui se traduit ici, à ce niveau-là, par PS. Dans les deux cas, on n'a pas atteint. Ici, c'est la pression, je m'excuse, ce n'est pas admissible, attendez, c'est la pression oh là là. Voilà. Ici, la pression maximale admissible en surface, là, elle se traduit par la pression de fracturation. Voilà. Voilà. Regardez, à la fermeture, donc, ici, je lis PA1, là, c'est la pression au niveau du sabot. Vous voyez la différence ici, on a encore suffisamment de pression avant d'arriver à la pression maximale admissible. Lorsqu'on circule, que va faire le gaz? Le gaz va remonter.
Lorsqu'il remonte, son volume augmente, sa hauteur augmente, donc la pression hydrostatique ici diminue, donc la pression qui s'applique ici augmente. Elle va augmenter comme ça. On n'a pas encore atteint la fracturation au niveau du sabot. On voit la même évolution en tête de l'annulaire. Donc, la pression en tête de l'annulaire va augmenter. Ici, on n'a pas atteint la pression de fracturation. Ici, on n'a pas atteint la pression maximale admissible. Voilà, donc nous surveillons ici et voilà ce qui se passe réellement ici. Voilà. Maintenant, lorsque le top est arrivé au sabot, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est très important. Lorsque le top est arrivé au sabot, vous avez la pression, la pression hydrostatique minimale qui s'applique ici. Donc ici, la pression maximale. Maintenant, lorsque le bouchon entre dans le sabot, qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez son niveau ici. Là, c'est la boue, là, c'est le gaz. Maintenant, lorsque le bouchon entre à l'intérieur, cette partie qui était du gaz est remplacée par la boue. Moi, je l'ai toujours ici. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé à la pression hydrostatique ici, dans le découvert? Elle a augmenté. Là, il y avait trop de gaz. Là, le volume de gaz est réduit et il est remplacé par la boue. Donc, la pression hydrostatique va augmenter. Alors, la pression qui s'applique à ce niveau va chuter. Elle va chuter. Mais la pression en tête de l'annulaire, elle va augmenter parce qu'elle est ici. Le volume a augmenté, donc elle va augmenter. Mais vous voyez ici, malgré qu'on voit ici une augmentation, mais en réalité, ici, à ce niveau-là, il y a une chute. Si on continue jusqu'à ce que le gaz entre complètement dans le tubage, là, il va y avoir que de la boue, alors elle a bien chuté parce que la pression hydrostatique a bien augmenté. Donc, malgré que le volume du bouchon a augmenté, ce qui nous a augmenté la pression en tête de l'annulaire, mais la pression qui s'applique ici a diminué. Là, on lit qu'on a dépassé la PADM, mais là, est-ce qu'on a fracturé? On n'a pas fracturé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Après, lorsqu'on continue, puisque là, il n'y a que de la boue, elle ne change pas, elle va rester constante. Là, on voit la pression a trop augmenté, mais est-ce qu'on fracture? Donc, quand est-ce qu'on arrête de lire la pression maximale admissible? C'est, voilà, c'est lorsque le top arrive au sabot. Voilà, le top est arrivé au sabot, c'est le maximum que peut atteindre la pression à ce niveau-là. À ce moment-là, on arrête la lecture de la PADM. Attention là, il faut garder la pression en tête des tiges constante, c'est-à-dire il ne faut pas changer, il ne faut pas changer la vitesse de la pompe, il ne faut pas fermer la duse pour augmenter les pertes de charge. Si vous gardez la pression en tête des tiges correcte, constante, égale à PT1 plus les pertes de charge, là, ce n'est pas la peine de surveiller la pression en tête de l'annulaire, même si elle dépasse la pression de fracturation, vous n'avez pas fracturé. Parce que une fois que le bouchon est arrivé ici, ça y est, vous relâchez la surveillance de PA, qu'elle dépasse PA diam ou non, vous n'allez pas fracturer. Donc voilà, concernant la première circulation de la Drillers méthode, j'arrête ici et je vous remercie. Voilà.